nous sommes arrivés à l'heure des engagements et il faut savoir s'engager. Le projet politique que porte Moïse Katumbi est un projet qui peut constituer une promesse d'avenir pour la République démocratique du Congo. Et donc, l'engagement à ses côtés est résolu, irrévocable. Et donc, la fonction qu'il m'a confiée de haute responsabilité, je compte l'assumer pleinement. Vous aviez été quand même l'un des pontes du régime de Joseph Kabila. Est-ce que ce n'est pas tard, tout comme d'ailleurs Moïse Katumbi, de quitter le navire alors qu'il est en train de chavirer? Nous n'avons pas quitté le navire de manière opportune, impromptue et inopinée. Nous avons, rappelez-vous, à partir de 2014, il y a 3 ans déjà, j'en avais appelé à titre personnel en tant que responsable et président du réseau libéral africain. J'avais demandé que la Constitution soit respectée, que les élections soient organisées à temps et j'avais dit qu'on ne pouvait diviser une nation pour le destin d'un seul homme. En 2015, avec plusieurs compagnons de route du G7, de 7 partis politiques, nous avons à 3 reprises écrit au président de la République, Joseph Kabila, pour lui demander de faire baisser la tension dans le pays, de s'investir dans les élections et de permettre au peuple congolais de choisir librement, dans la transparence, son successeur. Résultat, nous avons été exclus de la majorité présidentielle. Et la loi politique étant là, nous avons donc choisi de nous investir derrière ce qui nous guide comme valeur, qui est le respect de la Constitution et le respect du peuple congolais qui a choisi cette Constitution à 85%. Moïse Katumbi nous a également accompagnés. Et donc c'est ensemble que nous cheminons sur cette idée qui est de remettre au peuple congolais le pouvoir et lui permettre de choisir dans la transparence le successeur de Joseph Kabila. Mais est-ce que vous croyez, Olivier Kamitatou, que les élections, notamment la présidentielle, aura bel et bien lieu en novembre comme prévu par l'accord de la Saint-Sylvestre? Eh bien, écoutez, c'est un accord qui a été signé. Il faut avoir le sens de l'honneur et de respecter ses engagements et sa signature. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui que Joseph Kabila est bien le seul responsable de la crise politique, que pour conserver le pouvoir à tout prix, eh bien, on use de manœuvres de toutes sortes. Les montages du pouvoir sont les plus grossiers aujourd'hui. On arrête, on condamne, on empêche le politique de s'exprimer, on brime les libertés publiques. Je crois que nécessairement, si nous voulons une solution au Congo, c'est à travers des élections apaisées, c'est à travers le respect de la Constitution en ce qui concerne effectivement le fait qu'il y a 2 mandats, qu'il y a une exigence de redevabilité vis-à-vis du peuple congolais et qu'il est temps aujourd'hui d'aller vers ce processus électoral, mais pas à tout prix, un processus électoral qui soit transparent, qui soit crédible et qui soit inclusif. Mais techniquement, est-ce que vous croyez que la présidentielle aura lieu en novembre? Eh bien, il appartient à la CENI de nous donner le calendrier. Or, cette institution aujourd'hui est totalement inféodée au pouvoir. Nous l'avions dit lors de la signature de l'accord du 31 décembre au centre interdiocésain. À ce jour, la CENI n'a toujours pas donné un calendrier. La démarche de constituer un fichier sans que nous ayons une démarche contradictoire et que nous puissions vérifier les chiffres, la consolidation de ce fichier, de cet enrôlement de nos concitoyens, tout ça dans une telle opacité nous fait redouter effectivement qu'on ne veut pas organiser des élections et qu'on reste toujours dans ce sentiment de plus en plus diffus que le sabordage du processus électoral continue envers et contre tout. Le député Grégoire Louzengué, que vous connaissez certainement, a estimé que le budget proposé par le Premier ministre Bruno Tibala est irréaliste et irresponsable. Qu'en pensez-vous? Bien sûr que c'est un budget totalement irréaliste. D'abord, c'est un gouvernement qui est illégitime du fait du non-respect de l'accord du 31 décembre. Et c'est un gouvernement qui est incapable de financer le processus électoral tout seul. Nous savons très bien que les taux de réalisation de tous les budgets votés depuis 2006 ont été atteints. Et là encore, nous sommes dans une démarche totalement irréaliste, irréalisable. Et on peut croire effectivement qu'il n'y a aucun sens à la fois du réalisme, mais pire encore, aucun sens de l'honneur du Premier ministre de présenter un tel budget à la représentation nationale qui est devenue malheureusement illégitime.
Et je crois qu'aujourd'hui, le peuple, comme a dit l'honorable Kiakwama, est totalement fatigué par tant d'abaissement et par tant d'hypocrisie politique. Ouais. Vous décidez donc de soutenir Moïse Katumbi Chaploué, qui est d'ores et déjà candidat à la prochaine élection présidentielle. Mais comment est-ce que vous allez battre campagne, surtout que Moïse Katumbi a des ennuis avec la justice congolaise? Bien, vous savez que Moïse Katumbi, nous l'avons fait lors de la négociation au centre interdiocésain, nous avons saisi les évêques de pouvoir nous donner rapport, nous faire rapport des accusations qui sont menées par le pouvoir contre Moïse Katumbi, et les évêques nous ont dit dans leur rapport que c'est une mascarade, une totale mascarade. Eh bien, devant cette mascarade, eh bien, Moïse Katumbi aujourd'hui a décidé de porter plainte contre l'État congolais. Eh bien, demain, cette plainte sera déposée au niveau du Comité des droits de l'homme à Genève. Nous allons continuer à nous battre parce que ce n'est pas le cas de Moïse Katumbi seul qui nous concerne. C'est le cas de milliers, de dizaines de milliers de compatriotes de l'ensemble d'une nation qui exige une justice qui soit indépendante, qui ne soit pas inféodée au pouvoir et qui ne s'abaisse pas des procès politiques. Ouais. Justement, Moïse Katumbi va donc déposer dès demain, vendredi 2 juin, une plainte au niveau donc du comité des droits de l'homme des Nations Unies. Quelles sont les chances, Olivier Kamitatou, du succès d'une éventuelle plainte de Moïse Katumbi? Écoutez, je crois qu'ici c'est un procès politique. Il y a à la fois la démarche de saisir toutes les instances au plus haut niveau, qu'elles soient, et je crois que là, nous sommes également d'un côté d'ordre moral, nous voulons remettre les choses en place. Les évêques ont fait un rapport, Madame la juge présidente du tribunal de paix a également confirmé qu'elle avait été pressée, menacée dans ce procès. Tous les éléments sont là pour attester que c'est bel et bien un procès politique. Joseph Kabila et ses amis politiques veulent éviter d'avoir un candidat contre eux à l'élection présidentielle. C'est l'unique motivation qui aujourd'hui force Moïse Katumbi à l'exil. Mais derrière ce cas, il y en a bien d'autres. Tous ces montages du pouvoir les plus grossiers, on le voit avec Franck Diongo, avec Jean-Claude Mouyambo, avec Eugène Diomi, tous ces procès politiques, ces condamnations, ces emprisonnements, il nous revient de conserver notre capacité d'indignation et d'aller là où il faut porter plainte, il faut le faire, et c'est l'acte qui sera posé demain par Moïse Katumbi, et nous continuerons à nous battre non seulement pour Moïse Katumbi, mais pour tous les prisonniers politiques, pour tous les exilés politiques. Ouais. Olivier Kamitatou, en 1999, précisément en mai, si mes souvenirs sont bons, vous aviez donc rejoint la rébellion dirigée à l'époque par Jean-Pierre Bemba Gombo. De 1999 à 2003, vous avez été le représentant, je crois, du MLC au dialogue intercongolais. Après, vous avez rompu. Quelles sont vos relations avec Jean-Pierre Bemba? Écoutez, nous avons rompu, non, nous avons cheminé ensemble pour avoir un nouvel ordre politique. Ce nouvel ordre politique, nous l'avons obtenu et nous avons pu effectivement avoir les premières élections. Nos chemins se sont séparés parce que nous ne partageons pas toujours les mêmes valeurs en politique. L'heure du combat avait cessé. Nous étions tous maintenant accrochés à nos valeurs. Mes socles de valeurs reposent sur la liberté et la démocratie. J'ai été après élu président du réseau libéral africain. Je suis aujourd'hui un des vice-présidents de l'international libéral. Ce sont les valeurs que je porte. Je devais les assumer. J'ai créé un parti politique, l'Alliance pour le renouveau du Congo, l'ARC. Eh bien, c'est à là que je m'exprime. Bien, tôt ou tard, peut-être que nos chemins se rencontreront à nouveau avec Jean-Pierre Bemba, mais c'est sur des valeurs politiques, sur des valeurs de démocratie, de liberté, sur la manière de faire la politique que j'ai choisi de faire ma route. Oui, il est détenu, Jean-Pierre Bemba, à La Haye. Est-ce qu'il vous arrive de lui rendre visite dans sa cellule? Ben, écoutez, je me suis interdit de rendre visite dans sa cellule. C'est un cas, indépendamment du cas politique, c'est un cas humain. C'est un emprisonnement et ça me touche. Et ça touche tous les Congolais. Donc, je crois qu'il y a eu un long procès.
il y a une condamnation. Plaise à Dieu que le sort de Jean-Pierre Bemba ne puisse peser trop lourdement sur lui-même en tant qu'homme et sur toute sa famille. C'est ma première considération aujourd'hui. Et les violences dans le Kasaï, qu'est-ce que cela vous inspire? Eh bien, ces violences m'inspirent en fait que si elles sont le fait en partie d'une machination avérée, si quelque part le pouvoir était responsable, il y avait un montage qui a conduit à ces crimes de masse, à ces fausses communes, eh bien, je dirais que nous sommes là véritablement dans un cas de délinquance politique qui serait passible de la justice internationale. Nous voulons croire aujourd'hui qu'il nous faut une enquête internationale, impartiale, pour nous prouver, nous démontrer que le pouvoir n'a rien à voir avec ce qui se passe, que ce n'est pas simplement le Kamouina Nsapou. On ne peut pas croire que quelques membres, un conflit ethnique est dégénéré de telle ampleur. Si quelque part il y a une manipulation, une intervention du pouvoir de Kinshasa dans ce qui se passe au Kasaï et cette catastrophe humanitaire, eh bien je crois que là, il devrait en rendre compte, non seulement au peuple congolais, mais également à la communauté internationale. Ouais, donc vous croyez que le pouvoir Kabila a certainement une main derrière ces violences dans le Kasaï? Eh bien, je ne peux pas faire d'accusations sans preuve. Je serai immédiatement contredit. Oui, mais un député proche de Kabila est accusé quand même, non, dans cette affaire? C'est pour ça que nous exigeons une enquête internationale. Il y a trop de lampistes, trop de mascarades. Il y a eu trop de procès organisés pour que quelques sans-grades puissent être condamnés à la va-vite, comme si nous voulions cacher les choses. Il y a des commanditaires. Il y a au-dessus d'eux certainement de responsables. Tout ça a été peut-être organisé, orchestré. Si c'est une orchestration, seule une commission d'enquête internationale pourra le démontrer. Nous attendons du pouvoir qu'elle accepte ce principe de mise en place de cette commission d'enquête. Nous serons tous rassurés que ce pouvoir n'a rien à voir avec cette catastrophe humanitaire dont les conséquences sont tragiques pour chacun et chacune de nos compatriotes qui sont aujourd'hui condamnés à fuir, à quitter leur village, à quitter leur résidence pour trouver refuge ailleurs et parfois même dans un pays voisin comme l'Angola. Eh bien, si quelque part les responsables de Kinshasa sont auteurs de ce forfait, ils devront le payer un jour. L'évasion spectaculaire d'il y a 2 semaines environ à la prison centrale de Makala, ça vous a fait rire ou sourire? Non, ça m'a fait un frisson dans le dos parce que la prison est l'ultime rempart de l'autorité de l'État. Et c'est l'autorité de l'État qui était anéantie par cette évasion massive qui illustre à la fois l'incurie, une totale déliquescence de l'État dirigé par Joseph Kabila. C'est symptomatique d'un État totalement désagrégé. Et là, on peut savoir aujourd'hui à qui profite finalement. On peut croire que le pouvoir ne recule devant rien et peut-être même peut-il s'exposer devant des évasions massives pour essayer de justifier demain encore d'autres forfaits. De toute façon, aujourd'hui, ce gouvernement est illégitime, mais il a à rendre compte de l'incurie qui règne, y compris dans le monde carcéral. Oui, mais certains opposants joints à Kinshasa pensent que le pouvoir Kabila aurait scénarisé un peu cette évasion spectaculaire à Makala. Je n'en ai aucune preuve, mais peut-on imaginer des milliers de personnes sortir comme ça, en chantant au petit matin de leur prison, sans qu'il y ait le moindre obstacle à la moindre opposition? Tout cela démontre l'insécurité juridique judiciaire qui règne en République démocratique du Congo. Et je crois que, effectivement, je le rappelle, cela nous démontre encore une fois que avec un gouvernement illégitime, on ne peut trouver aucune solution à la crise congolaise. Ouais. Dernière question, est-ce que vous avez particulièrement un message à adresser à vos compatriotes? Bien, je crois que le seul message, c'est qu'il faut conserver en tout lieu et à toute heure une très, très grande capacité d'indignation et de révolte. Le pouvoir est à la portée du peuple congolais aujourd'hui. Les institutions, à partir du président de la République, Joseph Kabila, jusqu'au dernier des élus de la République, sont illégitimes. Donc il appartient au peuple congolais d'en prendre conscience et de mener avec nous toutes les actions qui conduiront à l'organisation d'élections libres, démocratiques, transparentes
inclusive pour remettre notre pays sur les rails. Nous ne sommes pas condamnés à la misère, nous ne sommes pas condamnés au pire des catastrophes, à la pauvreté absolue. Nous avons un grand avenir, un grand dessein, il faut le porter tous ensemble, et il faut ensemble exiger du pouvoir et responsable en place, eh bien, qu'ils puissent organiser des élections qui soient crédibles, mais ceux-là, ils n'en ont pas fait la démonstration jusqu'à présent.